Avant Norris, Van Damme ou Seagal, il n'y avait qu'un seul maître. Avec son mètre 70 et ses 63 kilos, c'était un géant parmi les hommes, une légende vivante, reconnu dans le monde entier comme le plus grand spécialiste des arts martiaux du XXe siècle. Plus de 20 ans ont passé depuis sa disparition tragique. L'héritage qu'il a laissé a bouleversé à tout jamais le monde des arts martiaux et celui du film d'action. Lors d'une cérémonie religieuse à Hong Kong, 12 000 personnes pleurant sa mort, en majorité des adolescents, ont débordé le dispositif policier. La cérémonie d'aujourd'hui fut plus calme. 200 personnes seulement y avaient été invitées. Quelques admirateurs se présentèrent sans invitation, mais sans insister, ils attendirent un peu plus loin, dans la rue. Les invités appartenaient à la communauté chinoise de Seattle ou au monde d'Hollywood, deux univers familiers à Bruce Lee. À la tête du contingent d'Hollywood, Steve McQueen et James Coburn. Bruce Lee leur enseignait les arts martiaux dans son école de Los Angeles. La paix soit avec toi. Adieu. Mais derrière le mythe, les rumeurs et les gros titres des journaux, quelle est la véritable histoire de Bruce Lee? Quelles circonstances mystérieuses ont mis fin à l'existence de cette superstar internationale? Existe-t-il un lien possible entre sa mort et celle atroce de son fils Brandon 20 années plus tard? Partout dans le monde, Bruce Lee est une idole. Ses films tiennent toujours l'affiche à Paris, Athènes et à Mexico. On le vénère dans les temples de Shaolin. En Malaisie, une tribu lui voue un culte et le croit toujours vivant. Bruce avait une personnalité à facettes. Le personnage public, tout entier voué à son art, conscient des sacrifices que son art exigeait de lui et qu'il était prêt à faire. Mais à côté de ça, il avait un côté clown. His show name was Lei Xiulong, which means little dragon. Son nom de théâtre, c'était le Xiu Long, petit dragon. Il n'a pas fait mentir son nom. Sa courte vie aura été remplie de drames, de mythologie, de bruits de pétards, enfin, ce qui accompagne généralement un dragon. Dans chaque scène de combat, il illustrait la pureté des arts martiaux. Personne n'a cette grâce qu'il avait. Une grâce extraordinaire.
Je suis critique de cinéma depuis plus de 20 ans. J'ai vu des centaines de films. Mais ceux de Bruce Lee étaient à part. Bruce Lee traversait l'écran. Il vous bondissait au visage dans la salle. Peu d'acteurs savent le faire. Et puis, il avait une sincérité, une intensité stupéfiante. Les gosses sautaient sur les fauteuils, les femmes s'évanouissaient, les hommes s'identifiaient à lui. Son corps, quand on le touchait, c'était comme si on frappait un bloc d'acajou. Il n'y avait rien de mou, il était en acier. Il me faisait l'effet d'un prêtre taoïste défroqué. Il n'était pas pratiquant, mais il s'intéressait à la spiritualité. Il croyait au bien et au mal. Il avait sa philosophie à lui, profondément influencée par le taoïsme. Mais on ne pouvait pas le mettre dans une catégorie, il était au-dessus de tout ça. La dernière fois que je l'ai vu, il avait ce corps de 23 ans, à la peau de velours brillante et luisante. Chaque muscle en parfaite condition. Il aurait pu sauter à 6 mètres en l'air, se coller au mur et redescendre. Il était au sommet de sa préparation physique. C'était un grand spécialiste des arts martiaux qu'il abordait comme une religion. Son intensité. Bruce avait le pouvoir de se concentrer totalement sur tout ce qu'il était en train de faire. J'ai jamais vu ça. Pour la première fois, on avait une image d'un Chinois qui n'était pas le genre chinois à queue de cheval. Vous voyez, le genre courbette, toujours inférieur. Pour la première fois, on avait un Superman, un héros. Pour certains, Bruce n'était qu'une grande gueule, enfin quelqu'un qui dérangeait, un insolent. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de membres de la communauté chinoise traditionnelle, il représente plutôt quelqu'un avec qui ils refusent de s'identifier qu'un objet de fierté. Il est mort il y a plus de 20 ans et sa légende continue. Les gens veulent entendre parler de lui. Si vous tournez ce film, c'est parce qu'on s'intéresse toujours à Bruce Lee. C'est très rare. Il y a peu de gens dont on se souvient encore des années et des années après leur mort. Elvis Presley, James Dean, quelques-uns. Il s'accomplissait, se réalisait totalement vers l'extérieur. De ce côté-là, il n'aurait pas pu être meilleur. Il était le meilleur. Mais pour ce qui est de l'intérieur, il avait un chemin à faire qu'il est peut-être en train de faire maintenant. C'est un parcours ésotérique, un voyage à la découverte de soi et des rapports avec les autres. C'est un voyage extraordinaire, scientifique, ésotérique. Et Bruce l'avait effectué presque en entier. Le 27 novembre 1940, l'année du dragon.
Lee Hoi-chun, vedette populaire de l'opéra chinois, est en tournée à San Francisco. Sa femme, Grace, met au monde leur 3e enfant. Son nom, Lee Jun-fong. Une infirmière portera sur son certificat de naissance un nom américain, Bruce Lee. Quand il était jeune, mon père a débuté comme tragédien. Mais en vieillissant, il s'est tourné vers le comique. En son temps, mon père a été la plus grande vedette comique de l'opéra chinois. Bruce avait à peine 3 semaines que mon père le faisait déjà tourner dans un film chinois réalisé ici, aux États-Unis. Quand mon père était en tournée à Hong Kong ou en Chine, Bruce était toujours là, sur le plateau, pendant les répétitions. Naturellement, Bruce a l'œil exercé. Il apprend vite en regardant. Mon père était un Chinois très traditionnel. Il se tenait toujours dans sa pièce et pour lui parler, on frappait. Il disait « Entrez », on entrait. C'était un peu l'empereur en son palais. Son père fumait de l'opium, il était opiomane. Il fumait son opium chaque jour, comme beaucoup de Chinois de la bourgeoisie. Et comme ça se fait dans beaucoup de pays producteurs d'opium, on en fume une pipe par jour. Quand il fête ses 18 ans, Bruce Lee a déjà tourné dans plus de 20 films. Dans L'Orphelin, il joue le rôle d'un adolescent en difficulté. Un rôle qui, en somme, racontait sa propre expérience. Voici une scène tournée par Bruce Lee à ses débuts. Il y joue le rôle d'un gamin des rues. Ça te suffit pas? T'es piqué tes boîtes de cirage pour qu'on règle nos comptes et que tu vois que je rigole pas. Comment Bruce Lee s'était-il intéressé aux arts martiaux? Pendant des années, il avait vu son père pratiquer le Tai Chi Chuan. Mais ce n'est qu'après avoir été rossé dans un combat de rue qu'il s'y intéressa sérieusement. Il demanda alors à Yip Man, le chef du clan Wing Chun, de lui apprendre à se défendre. Lee s'avéra très doué et commença à s'entraîner sérieusement. Le Bruce Lee de mon enfance était quelqu'un de très peu concentré. Mais quand il s'est mis aux arts martiaux, à 14 ans, sa capacité de concentration s'est améliorée. Malheureusement, sa concentration, il l'exerçait seulement sur les arts martiaux et pas sur les études. Il consacrait tout son temps à s'entraîner. Le style Wing Chun lui semblait le mieux adapté au combat de rue. Tous les jours, il avait 1 ou 2 bagarres. Il portait le costume chinois traditionnel et il avait l'air d'un gamin. Il était un gamin. Alors on le regardait, on l'examinait et Bruce défiait aussitôt. « Qu'est-ce que tu regardes? Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Sa conception morale des arts martiaux a été influencée par les bagarres auxquelles il a assisté sur les toits de Hong Kong. À une époque, il a été un petit loupard chinois dans les rues de Hong Kong. Il aurait pu évoluer comme ça. Sa famille a évité que ça ne se produise, mais la possibilité était là. Ceux qui participaient aux bagarres étaient poursuivis par la police. Et Bruce, appartenant à un milieu plutôt aisé, ses parents craignaient qu'il ne déshonore la famille avec toutes ces bagarres et toutes les histoires qu'il avait. Alors ses parents se sont dit que c'était le moment de l'éloigner de Hong Kong. Et ils l'ont expédié ici, chez Ruby Shaw, un ami de la famille. Mon père m'a dit, il n'a que 100 $ en poche. J'espère qu'il s'en sortira. Les parents de Bruce l'ont envoyé habiter et continuer ses études à Seattle. Il devait passer son bac. Quand il vivait chez nous, il travaillait dans notre restaurant. D'abord comme commis débarrasseur, puis comme serveur. Il n'était pas très intéressé par ce travail-là. Dans son milieu, on avait chez soi des domestiques et des servantes. Pour échapper au restaurant, Bruce Lee ouvre une école de kung-fu et donne des cours payants, ce qui ne s'était jamais fait dans le milieu asiatique. Il baptise son style de son propre nom en chinois, Jun-fong.
Au départ, il y avait des spécialistes des sports de combat parmi ses élèves. Je pratiquais la boxe, la lutte, etc. Et je me bagarrais aussi beaucoup dans la rue. Il tentait de réaliser l'union entre le kung-fu, ses qualités de combattant, et une certaine éducation philosophique. Il lisait énormément pour tout savoir sur les styles de combat du passé. Mais au bout d'un moment, il commença à douter de pouvoir trouver les réponses dans les formes traditionnelles. Notre premier groupe, c'était vraiment les Nations Unies. Il y avait des Japonais, des Chinois, des Noirs, des Blancs, des Latinos. Lui, ça le gênait pas. En 1964, Lee épouse l'une de ses élèves, Linda Emery, et s'installe à Oakland, en Californie. La communauté chinoise d'Oakland lui en voulait. On lui reprochait d'enseigner à des non-chinois. C'était une affaire très intracommunautaire, très privée. Les Chinois n'enseignaient les arts martiaux qu'à d'autres Chinois. Cela se faisait en secret. Les Chinois n'auraient même pas transmis leur savoir à d'autres Asiatiques. Ces arts martiaux devaient rester réservés aux Chinois. Bruce, qui avait reçu une éducation à l'occidentale, ne voyait pas les choses de cette manière. Tout le monde en était digne pour lui. Un jour, ironiquement, il m'a dit « Tu crois que les Chinois sont les seuls à être vertueux et avoir de hautes exigences morales ?» Comme si les autres peuples ne pouvaient pas y arriver. Ça ne tient pas debout. Moi, j'étais ravi de voir enfin un Chinois qui acceptait d'enseigner à un non-Chinois. Bruce Lee critique violemment les formes traditionnelles du kung-fu chinois, les décrivant comme fatras démodés. Il avance « Pour moi, 99% des vieilles techniques d'autodéfense sont sans intérêt. C'est très beau à voir, mais ça ne marche pas. » La communauté chinoise des arts martiaux, furieuse, décide de lui envoyer un adversaire pour le provoquer et l'humilier. Le type arrive à l'école de Bruce Lee, dans le Chinatown d'Oakland, et il dit « La communauté chinoise du kung-fu m'envoie. Tu dois fermer ton école. Nous ne voulons pas que tu enseignes à des non-chinois. » Et Bruce Lee lui répond « J'enseignerai à qui je voudrais. » Et il a fini par lui dire « Si tu me bats, tu pourras enseigner à des non-chinois. Mais si c'est moi qui te bats, alors tu fermeras ton école. » Bruce Lee choisit la méthode Wing Chun traditionnelle, touchant à peine son adversaire. Cette affaire lui a fait prendre conscience de deux choses. D'une part, qu'il n'était pas aussi au point qu'il aurait pu l'être, au plan cardiovasculaire, etc. Et d'autre part, il s'est aperçu que son arsenal était quand même limité. Lee met au point un nouveau style d'art martial qu'il appelle Jeet Kune Do, où il réunit l'esprit, le corps et l'âme. L'eau est insaisissable. On ne peut pas la prendre en entier, on ne peut pas taper dessus ni lui faire mal. Tout pratiquant du kung-fu cherche à atteindre ce but. Être fluide et mouvant comme l'eau et s'adapter à l'adversaire. Voici la figure de la grue. Un coup de poing de karaté, c'est comme une barre de métal. Un coup de poing de kung-fu, c'est comme une chaîne avec une boule de métal attachée au bout. Il y a le coup, et puis la douleur qui pénètre. Il y a le coup en pointe avec le doigt, le coup de poing,
Et puis bien sûr, les coups de pied en travers ou en remontant. En 1964, mon père a eu l'idée d'organiser un tournoi international de karaté. Il voulait donner l'occasion au plus grand nombre de spécialistes possible de faire une démonstration de leurs différents styles. Il s'était dit que ce serait une occasion idéale pour montrer le travail de ce jeune Chinois d'Auckland, qui s'appelait Bruce Lee. Ces images permettent de juger de son extraordinaire agilité. Les revoici au ralenti. Pour mon père, c'était le meilleur spécialiste des arts martiaux qu'il ait jamais vu. Il était fasciné par son agilité, sa rapidité, son efficacité. Et puis, il avait énormément de présence. Il avait de l'humour, il avait confiance en lui, ça se sentait, ça se voyait. Ébloui par Bruce Lee au championnat international de karaté, William Dozier l'engage pour jouer le rôle de Kato dans Le Frelon Vert. Toute la communauté des arts martiaux était fan du Frelon Vert, simplement à cause de Bruce. Après seulement une saison, la série Le Frelon Vert est suspendue. Mais elle aura permis à la réputation de Bruce Lee de s'étendre. Sa grande originalité, c'est qu'il apprenait auprès de tout le monde. Il n'était pas bloqué dans une technique, une façon de faire. À cette époque-là, moi, j'étais connu pour mes coups de pied. Et quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, le Jeet Kune Do, c'était surtout des coups de pied au-dessous de la ceinture. C'était sa philosophie, au-dessous, jamais au-dessus. Je lui ai dit, bon, t'as raison dans beaucoup de cas, c'est vrai. Mais parfois, c'est intéressant de pouvoir taper ailleurs. Et puis ensuite, à l'entraînement, il s'est mis à taper de plus en plus haut. Ça se voyait dans ses films. Il étudiait tous les boxeurs. Il pouvait les imiter. Il adorait Mohamed Ali à cause de son jeu de jambes. Bruce pensait que la rapidité de la main et du pied de Mohamed Ali le plaçait dans une classe à part, comme s'il avait pesé 98 ou 100 kilos. I think Bruce's racial makeup made him open up to more than one. De par ses origines, Bruce était ouvert à différentes philosophies de l'existence. Et ça se sentait dans son art. Le Jeet Kune Do est très éclectique. C'est très américain. C'est pas asiatique, c'est un pot pourri de différents styles. Bien que les emprunts aux arts de combat asiatiques soient nombreux, ça reste essentiellement américain. Jeet Kune Do, ça veut dire la méthode du poing qui intercepte. Jeet, intercepté. Kun, le poing. Do, la méthode, la voie. Ce qu'il essaie de nous dire, c'est de bien étudier notre propre expérience. Il faut intégrer ce qui est pour nous et rejeter ce qui ne l'est pas. Mais ça ne peut se faire qu'après analyse. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'avant de rencontrer Bruce, j'avais jamais pratiqué aucun art martial, à part un peu de boxe avec mon père. J'avais donc l'esprit libre et j'étais ouvert à tout. Et tout ce qu'il m'enseignait fonctionnait. À poids égal, j'ai jamais rencontré un type plus fort. Il faisait des pompes sur les doigts, sur 2 doigts. Et moi, sur 4, j'y arrive pas. J'en fais 1000 en appui sur le poing, mais pas sur le doigt. Il mesurait qu'1,70 m, mais il avait la longe d'un type d'1,80 m. Plus des qualités athlétiques exceptionnelles. Équilibre, rapidité de la main, du pied, coordination de l'œil et de la main, un timing parfait. Le tout piloté par une volonté de faire et un instinct sûr.
Il disait, je suis arrogant, c'est vrai, mais je vais vous montrer pourquoi. Il y a une raison. Il avait cette sorte d'impertinence très américaine qui consiste à se dire, je peux le faire, je suis fort. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi dynamique. Il passait de 0 à 200 à l'heure en un clin d'œil. On regardait, il était déjà plus là. Il m'a fait la même chose qu'à James Coburn. C'était un coup de poing à 2 cm de vous. Il allongeait le bras, et vous le placez contre la poitrine, et puis, comme par magie, il pousse d'un petit coup très sec. Et vous partez 2 mètres en arrière. J'ai heurté le mur et je suis retombé. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu valdinguer à 2 mètres, taper dans le mur et retomber? Enfin, je suis quand même champion de judo des États-Unis. Comment est-ce que ça a pu m'arriver? On était en train de s'entraîner et j'avais chez moi sous le patio un grand sac de frappe pour l'entraînement au football américain. Je m'en servais pour perfectionner mes coups de pied chassés en courant. On s'entraînait toujours sous ce patio. Et un jour, j'essayais de faire balancer le sac, et il me dit non, regarde. Et pan, il donne un grand coup de pied chassé en courant dans le sac. Le sac explose complètement. Il l'avait transpercé avec son coup de pied. La cour était pleine du rembourrage du sac. Je ne serais pas monté sur le ring contre lui. Jamais. Il était trop rapide, trop efficace. Et puis surtout, trop puissant. Si on reçoit un de ses coups, c'est le chaos garanti. Dans les années 60, après le frelon vert, tout d'un coup, il ne s'est plus rien passé. Lee était très déçu. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Il savait qu'il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Le charisme, le talent, la technique. Après l'interruption du frelon vert, la carrière de Bruce Lee s'interrompt. Il ouvre une école de Jeet Kune Do à Los Angeles. Sa réputation attire un grand nombre de personnalités, parmi lesquelles Karim Abdul-Jabbar, James Coburn, James Garner et Steve McQueen. Parmi les gens de cinéma, il aimait bien Coburn et McQueen. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Mais il aimait le côté physique de McQueen, qui faisait de la moto, pilotait des voitures de course. Et il aimait le côté philosophe de James Coburn. Si on les réunissait en un seul, disait-il, ça donnerait un bon spécialiste des arts martiaux. Je n'ai jamais connu personne de plus compétitif que Steve. Steve avait envie de ce que Bruce avait. Et Bruce voulait ce qu'avait Steve. Steve était numéro 1 au box-office. Et Bruce était un extraordinaire spécialiste des arts martiaux. Steve voulait le devenir aussi, ça l'obsédait. Et Bruce voulait être numéro 1 au box-office. Ils n'arrêtaient pas de s'asticoter tous les deux et de blaguer sans arrêt. Oui, son but, c'était de gagner plus d'argent que Steve. Ça l'agaçait prodigieusement que Steve gagne plus que lui. En 1967, Bruce et Linda ont déjà 2 enfants, Brandon et Shannon. Linda soutient merveilleusement son mari pendant cette période difficile. Elle constituait une bonne combinaison de la femme orientale et occidentale. Elle le comprenait comme aucun de nous ne le pouvait. Elle était son point d'ancrage. Et elle faisait de leur foyer un lieu sacré. Elle le calmait et elle le comprenait. Et il avait besoin des deux. Il avait du mal à faire confiance aux gens. Mais il se fiait totalement à Linda. C'est ça surtout qui les liait. Bruce avait l'impression que les préjugés raciaux jouaient contre lui à Hollywood.
Il avait beaucoup de mal à obtenir un rôle principal masculin dans un film d'action qui ne soit pas chinois. Il acceptait ça très mal. Bien sûr qu'il souffrait de discrimination. Il souffrait de ne pas être accepté sur la base de son talent. Alors on le regardait, on disait « Ah, c'est le chinois, pas besoin de chinois aujourd'hui ». On ne se rendait pas compte de ce qu'il représentait comme génie, comme talent, comme créateur. Bruce était très décontenancé. Il disait « C'est ce que je sais faire le mieux ». Et en principe, c'est ce que veulent les producteurs et les réalisateurs. Alors pourquoi me repousse-t-il? Ça le touchait et je le comprends. Pour Bruce, les arts martiaux étaient un tremplin vers une carrière dans le cinéma. Il savait ce qu'il voulait faire comme acteur. Il avait fait des essais en Amérique. Il avait joué dans une série télé, Le Frelon Vert. Il avait auditionné pour la série Kung Fu. Et il avait été furieux qu'on donne le rôle à David Carradine. Bruce Lee était trop grand pour la télévision. Je lui ai dit, écoute, va en Asie et tourne des films là-bas pendant quelque temps. Tu deviendras une vedette. Alors que si tu restes ici, tu feras de la télé et tu bousilleras toute ta technique. Tu deviendras répétitif et tu perdras tout ce que tu as. Et puis tu as ton métier d'acteur à apprendre, à affiner. Va là-bas et mets tout ça au point. Alors il est parti à Hong Kong pour y tourner Big Boss. Il avait l'impression de ne plus progresser ici à Hollywood. Il trouvait que les cartes étaient truquées. Son objectif, c'était ça. Il allait devenir une vedette à Hong Kong, et puis il reviendrait ici et deviendrait une star aux États-Unis. C'est ce qui serait arrivé, j'en suis sûr. Golden Harvest lui fait signer un contrat pour 2 films à Hong Kong. Ne voulant pas engager toute une production sur Bruce Lee, on lui confie un rôle secondaire dans Big Boss. La première scène du film est une scène de bagarre dans une fabrique de glace. La présence de Bruce Lee à l'écran est stupéfiante. Les producteurs développent son rôle et font de lui la vedette du film. Bruce Lee commence à essayer ses idées personnelles et prend part à tous les aspects du tournage, y compris à des changements dans le scénario et dans les angles de prise de vue sur le plateau. Après son retour à Hong Kong, il est devenu extraordinairement célèbre du jour au lendemain, comme les Beatles. Ah oui, Bruce a réussi très vite.
Quelques mois à peine après son premier film, on a appris la nouvelle. Parce que ma mère et moi, on était encore aux États-Unis. Et quand on est allé le voir au cinéma, on ne s'attendait pas à voir des blancs, des noirs, des latinos, enfin de tout. Mais il y avait de tout. Et à chaque fois que Bruce frappait, tout le monde applaudissait et disait « Ouais, bien joué !» On était très surpris et très contents pour lui. C'était incroyable. C'était comme si on se déplaçait avec Elvis Presley. À Hong Kong, la foule le poursuivait partout. Tout le monde l'appelait le Su Long. Il ne pouvait aller nulle part à cause de la foule, ni rester longtemps nulle part. La presse le couronne roi du kung-fu. Après Big Boss, tout le monde est persuadé que Bruce Lee est l'homme le plus fort du monde. En raison des nombreuses provocations lancées contre Bruce Lee, Bob Baker remplit calmement les fonctions de garde du corps. La fureur de vaincre, son film suivant, bat tous les records du box-office en Asie du Sud-Est. À Singapour, on est obligé d'annuler des projections à cause d'embouteillages monstres aux abords du cinéma. In China, Tous les Chinois moyens, adorent Bruce Lee, en particulier les petits. Parce que Bruce prouvait qu'un petit n'était pas obligé de se laisser tyranniser par une brute. C'est un thème important dans la culture chinoise. Bruce le soulignait et ça leur plaisait. Malgré une résistance énergique de la part des milieux cinématographiques de Hong Kong, il réclame et obtient le contrôle total sur son film suivant. Il est le producteur, le scénariste, le réalisateur et la star de La Fureur du Dragon. C'est dans les scènes de bagarre de La Fureur du Dragon que Bruce a eu pour la première fois l'occasion d'expérimenter ses idées de chorégraphie. Jamais on ne lui avait donné autant de liberté, autant de temps, ni un tel budget. En arrivant sur le plateau, je me suis aperçu qu'il avait fait du théâtre, de la comédie, et qu'il connaissait parfaitement la caméra. Il avait une intensité extraordinaire. Et tout cela était concentré dans une scène de bagarre avec une forte charge émotionnelle. Il savait faire passer à l'écran ce que tout le monde a en soi. La scène de combat qu'on a, Bruce et moi, dans Le Retour du Dragon, a été tournée au Colisée, à Rome. On travaillait ensemble depuis 3 ans, on se connaissait bien. En parlant, on a mis au point la chorégraphie. Et puis on s'est jeté à l'eau. On a tourné toute la séquence du combat en 3 jours. J'aimais bien, parce que Bruce soulignait le côté gladiateur qui s'affronte, comme il le faisait à Rome autrefois. Le mélange original de sens de l'humour et de sens de l'action que possède Bruce font de La Fureur du Dragon son premier grand succès. Il éblouit ses fans avec ses acrobaties et introduit une arme obscure, les redoutables nunchaku. Bruce s'éloignait du domaine des arts martiaux. Il commençait à faire de la production de films. C'était pour lui un monde inconnu. Mais il apprenait très vite comment s'y prendre. C'était aussi pour lui une façon de sortir des arts martiaux, de ne plus être associé qu'à cela. Et en même temps, il est devenu un peu paranoïaque en devenant célèbre, parce qu'il lui semblait qu'on ne venait pas à lui par amitié, mais par intérêt.
Il reconnaissait qu'il avait un talent unique dans le domaine des arts martiaux. Et oui, il n'avait jamais vu personne arriver à faire ce qu'il faisait. Il se disait qu'il avait la possibilité de révolutionner l'industrie cinématographique à Hong Kong. Alors il a commencé à avoir un tas d'ennemis, des gens pour qui il devenait dangereux. Ce n'était plus quelqu'un qu'on pouvait payer 75 $ par semaine pour le faire tourner, ni même 1000 $. Il représentait une menace pour leur profession, pour leurs affaires. Il fallait voir la personnalité de Bruce Lee, chez lui, dans son pays. Quand il n'y avait pas tout un tas d'étrangers, d'hommes de pouvoir, de Hollywood autour de lui. Il se comportait comme une brute. Il engueulait les gens, il les bousculait, il les menaçait de mort, enfin... C'était la vraie brute. Moi, je crois qu'il jouait les hommes forts pour impressionner les gens. Personne ne pouvait le prendre pour fragile ou vulnérable, non. Non. Mais même si on est fort, on reste un homme. Et si on n'a pas autour de soi toute une bande, comme Elvis s'en était fait une, avec pistolet sous l'aisselle, holster ultra rapide et tout le bazar, on est vulnérable. Moi, je pense qu'il s'ennuyait de l'Amérique, parce qu'il m'a dit que son séjour ici, en Amérique, lui avait plu. Comme à Hong Kong, il ne savait pas vraiment qui étaient ses vrais amis, ça lui manquait. Avant, par exemple, le dimanche, il passait là où je donnais mes cours, à Chinatown, et il donnait un cours. Je crois que ça lui manquait. Je lui disais, t'as des élèves là-bas? Il me répondait, j'ai pas le temps. Je peux pas, il y a tout le travail avec les films, j'ai pas le temps. Je peux juste m'entraîner, moi, je peux pas prendre d'élèves. Il aimait beaucoup ça, partager. C'était une star. C'était marrant de le voir vivre ça. Il avait une espèce de parano sur tout ça. Et en même temps, je sentais que le côté joyeux qu'il avait ici en Amérique était en train de disparaître. N'oublions pas qui était Bruce Lee. Si votre méthode traditionnelle ne lui plaisait pas, il vous le disait, que ce soit sur un plateau de télé ou au sommet de l'Empire State Building. Il disait ce qu'il pensait. Et il se disputait souvent avec les gens. Et surtout en Orient, où on prend très au sérieux les arts martiaux, comme sa religion pour un prêtre ou pour un rabbin. Pour lui, c'est quelque chose d'essentiel. Les arts martiaux se présentaient sous forme d'enchaînement traditionnel. Et ces figures traditionnelles étaient pratiquées depuis des siècles et des siècles. Et Bruce Lee débarque et dit « Je vais prendre un peu de cette figure-là, et puis un petit peu de celle-là, je rajoute de la boxe thaïlandaise, un petit peu de boxe américaine, un peu de ceci, un peu de cela, je raccourcis les coups et j'appelle ça Jeet Kune Do. Et même si vous étudiez depuis des millénaires, je sais mieux que vous. Et des centaines de millions de gosses me suivront. C'est comme de dire à un catholique, je mets un peu de catholicisme, un peu de judaïsme et un peu de bouddhisme et je démarre ma propre religion. L'establishment n'aime pas beaucoup ça. L'univers violent de Bruce Lee. Prévenu par un médecin d'infliger moins de sévices à son corps, Bruce Lee lui répond « Le cerveau peut tout subjuguer, même la vraie douleur. » Je n'ai aucune information directe impliquant Bruce Lee avec une quelconque organisation criminelle. Mais sachant ce que je sais de Hong Kong, ça me paraît difficile d'éviter ça. Vous savez, même dans le cinéma américain, la mafia est parvenue à imprimer sa marque sur bien des films. Et j'ai du mal à croire que les mafias locales n'aient pas cherché à mettre le grappin sur une aussi grande star. Il y avait les triades, les gangs, le crime organisé. Ils sont tous venus le voir plusieurs fois. Ils lui ont dit, marche avec nous. On te demandera un service de temps en temps. Mais on veut récupérer un pourcentage sur certaines de tes affaires. Il a toujours refusé. Il était devenu très sûr de lui. En fait, il faisait le pan, exactement. Il était encore gentil. Mais il se prenait au sérieux. Disons qu'il n'avait pas toute la courtoisie qu'on aurait pu attendre de lui. Il avait tout. Et il y a des gens qui supportent pas. Et puis il n'était pas timide. Il avait vite fait de dire à n'importe qui ce qu'il pensait. Alors il vexait beaucoup de gens.
principalement des journalistes. As time went on, he had fewer and fewer Avec le temps, il avait de moins en moins d'amis et de plus en plus d'admirateurs. and that kind of bewildered Il him. ne comprenait pas. And 'cause some of these Certains de ceux qui avaient été ses amis had become étaient devenus strange. bizarres. His success Sa réussite les avait changés. changed. He didn't. Mais lui, il n'avait pas changé. And certain people, Et il y avait des gens qui le décevaient beaucoup. Des gens qui l'utilisaient ou qui se servaient du fait qu'ils le connaissaient. Le connaissant comme je le connaissais, moi je crois vraiment qu'il s'est fait des ennemis en réussissant comme ça à Hong Kong. Et puis il faut dire que quand Bruce est arrivé là-bas, il ne s'est pas montré humble. Non, il a débarqué avec ses gros sabots. Il avait réussi. Il le disait à ceux qui lui lançaient des défis, en ville ou à la télévision. Il avait beaucoup de problèmes avec les autorités locales. J'ai vécu au Japon un an et demi. Et je connais bien les coutumes des Asiatiques. C'est une culture très ancienne. Ils ont des méthodes pour vous tuer, que beaucoup ne comprennent pas. Des produits chimiques, des herbes. he really didn't have any Après avoir réussi, Bruce n'avait plus vraiment de dragon à terrasser. popularity, Il avait la célébrité qu'il méritait. appreciation for what he was. Il était reconnu dans le domaine des arts martiaux. He was so young. He was like 30 years Et old. puis, il avait 30 ans. Happening to him. Il n'avait que 30 ans et tout ça lui He arrivait. had a hard time figuring out what to Il avait do. beaucoup de mal à imaginer ce qu'il allait faire maintenant. Il disait, je vais peut-être prendre ma retraite, je ne peux pas continuer à tout gagner. Lee tourne les scènes de combat de son 4e film, Le jeu de la mort, où il simule sa propre mort pour sauver sa petite amie des gangsters. Il avait conçu une pagode à 5 étages. Il triomphe de 50 karatékas au premier niveau. Le second est gardé par un adepte du kung-fu. Non, ils sont 5. Et j'oublie quel style il pratique. Au 3e, il devait y avoir des mantes religieuses ou des Wing Chun. Ensuite venait l'étage où je me trouvais, qui représentait l'escrima. Et il triomphait d'étage en étage jusqu'au sommet. Le dernier étage, c'était celui de l'inconnu, celui de Jabbar, le style de l'inconnu, l'ultime. And Bruce called me Pendant and l'été asked me about 1972, Bruce m'a téléphoné pour me demander de tourner dans son film. looking for me, and Il avait cherché mon numéro de téléphone partout. we had 3 weeks before On disposait juste d'une période de 3 semaines après le début des vacances scolaires. So, he said, "Come Alors on, il m'a dit, we'll shoot, viens, on va tourner. have a J'ai une scène, plusieurs scènes. scenes all Elles sont toutes prêtes. and, the set Le is décor already est construit we can knock et on this peut out. faire ça en une dizaine de jours. So that's all Ça it n'a took. pas été plus compliqué que ça. I flew over there. J'ai pris un avion et on a tourné. We didn't even have On any n'avait même pas parlé de contrat. working agreement. I just Enfin, on a fait le film et il a dit qu'on s'occuperait des détails après.
En tournant Le jeu de la mort, Bruce Lee veut faire un film philosophique qui raconte sa propre recherche de la perfection. Il se donne à fond. C'est le 4e film épuisant qu'il tourne en 13 mois. Il maigrit et semble ne jamais prendre de repos. En public, il prêche la fluidité et la relaxation, mais en privé, il devient de plus en plus agité, impatient et inflexible. Dès que son premier film, Big Boss, a été terminé, il me l'a envoyé. Après l'avoir vu, j'ai organisé une projection chez Ted Ashley, le président de la Warner. On est allé chez lui voir le film et lui aussi a été enthousiaste. J'ai suggéré qu'on écrive un scénario pour Bruce Lee. La production serait amortie par les rentrées d'argent en provenance de Hong Kong et de Taïwan. On a décidé de se lancer. On a fait écrire le scénario et je suis allé à Hong Kong pour signer le contrat avec Golden Harvest, qui était la société de Raymond Chow, et bien sûr la Warner. Le film était Opération Dragon. Par moments, le travail était assez stressant. Bruce était très nerveux. C'était son premier film international avec un gros budget. Et la tension de Bruce était communicative. Mais c'était intéressant de voir comment Bruce était dirigé par Fred et Paul. Il était tellement inquiet qu'il ne voulait pas commencer. Il pensait que ça n'allait pas marcher. Il risquait beaucoup sur ce coup-là. C'était son premier grand rôle dans une production internationale en anglais. Tout le film reposait sur lui, mais Bruce était intelligent, il savait ce que ça impliquait. Au début du tournage, on ne l'a pas vu. Pendant les 2 premières semaines, on a eu du mal à le trouver. Je tournais tout sans Bruce Lee, je disais dans mes rapports à la Warner que tout se passait bien, mais que je ne pouvais encore rien leur envoyer avec Bruce Lee. Pour sa première scène au studio, il tremblait tellement qu'on a choisi une scène où il est assis et où il tourne la tête. C'est tout ce qu'il avait à faire dans cette première scène. On a réussi à s'en sortir tant bien que mal. On travaillait dur avec Bruce. Il savait ce qu'il voulait pour les combats. Mais avec le temps, il devenait plus difficile, plus exigeant. Il travaillait sans faiblir, il était infatigable. Et pour les combats, il savait exactement ce qu'il voulait. Il consacrait tout son temps à travailler. On aurait dit qu'il ne dormait jamais. Il vous téléphonait à minuit, 1h du matin, pour vous dire « J'ai une idée, on va changer le scénario. Viens me trouver dans tel ou tel restaurant. » Et moi non plus, je ne dormais pas. Je vous assure que les 5 films qu'il a faits étaient vraiment des films de Bruce Lee. Il contrôlait tout. Toutes les scènes d'action, de bagarre étaient tournées comme il voulait. Il préparait les scènes de combat en dessinant des petits bonshommes. Il organisait toute la chorégraphie du combat à l'avance, noir sur blanc, avec ces petits bonshommes. Et c'était très clair. Il avait énormément d'imagination pour traiter tout ce qui était scène de combat. Il était méticuleux. Il voulait que ce soit très précis. Pour le décor de cette scène, 8000 miroirs furent apportés et installés sur le plateau. L'intention du réalisateur était de filmer l'action violente mais chorégraphiée, dansée, de Bruce Lee, au ralenti, afin de lui donner une dimension supplémentaire. Il est très difficile de ne filmer que les acteurs et les miroirs sans avoir de reflet de caméra ni de projecteur. Avant que Bruce Lee et Robert Clouse ne puissent commencer à tourner, il faudra des heures de préparation, de réglage et de répétition.
Il n'y a rien à voir entre un tournage à Hollywood et un tournage à Hong Kong. Là-bas, les décors sont loués. Et tous les soirs, on renvoie le décor. Résultat, si vous aviez un canapé un jour, vous risquiez d'en avoir un autre le lendemain d'une autre couleur. Alors je demandais, mais où est le canapé qu'on avait hier? On me disait, il a été vendu. Par exemple, il y avait une scène formidable vers la fin du film où tous les combattants sont habillés en blanc et se battent contre d'autres qui portent des costumes noirs. Naturellement, il fallait 2 ou 3 jours pour tourner la scène. Alors j'arrive le matin et tous les costumes blancs avaient disparu. J'ai demandé où ils étaient. On m'a répondu qu'ils étaient sales, qu'on les avait envoyés au nettoyage. J'ai dit, mais nous les faut. Il a fallu envoyer des camions chez le blanchisseur pour les récupérer. Et il a fallu faire enfiler ces costumes tout mouillés aux figurants. Et ce n'est qu'une anecdote parmi d'autres. Pour une autre scène, nous avions loué un bateau. Alors on arrive au bateau, on leur rappelle qu'on l'a loué, et le type nous dit, ah non, pas aujourd'hui, c'est pas possible. Et je lui dis, mais on était d'accord. Non, pas de bateau, il me répond. Je me dis, bon, c'est peut-être qu'on lui a pas offert assez d'argent. Non, il était très superstitieux en réalité. Et il m'a dit, si vous voulez que ce film marche, pas de bateau aujourd'hui. Alors, on a tourné quelques plans autour du bateau et on est revenu le lendemain finir la scène. Il y avait une scène avec des tessons de bouteilles. Quand on tournait, Bruce m'avait dit de casser les bouteilles et de tenir le morceau cassé dans la main droite. En fait, j'avais une bouteille cassée dans chaque main. Je devais avancer ma main droite vers sa poitrine et il m'a fait dire « Attaque-moi le plus vite que tu peux ». À la 6e prise, Bruce a donné un coup en tournant et son poing droit est venu s'encastrer dans une des bouteilles. Freddy m'a appelé pour me dire « Il paraît que Bruce veut te tuer ». Je suis revenu finir le tournage de cette scène quand sa main allait mieux. Il devait me donner un coup de pied chassé. Il a tapé comme une mule à un moment donné et il m'a envoyé valdinguer et en tombant sur un des cascadeurs, je lui ai cassé le bras. Bob était prêt. Mais le moment venu, on avait 3 caméras qui tournaient en accéléré. Et on a vu Bob s'envoler. Il a bien fait 10 mètres comme ça, en l'air. Il a atterri dans les chaises. Alors qu'il avait l'intention d'opposer un mur pour bloquer le coup de Bruce. Bruce a frappé très fort. En plus, c'était une scène où je faisais semblant d'être groggy. Alors, il lui suffisait de me donner un coup de pied au visage ou au cou, et là, j'étais foutu. Mais il n'a pas abusé de la situation. On était restés amis. Et 20 ans après, je m'en veux encore de l'avoir blessé. Mais c'était pas une blessure grave. C'était qu'un malheureux accident. Le 14 février 1972, Fred Weintraub, le producteur, écrit une lettre à sa famille. Bruce a été extraordinaire. Quel bosseur. Toujours à l'heure, jamais de problème. Un vrai Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je suis devenu très sévère, très exigeant. Au début, j'ai fait des efforts pour fonctionner à la chinoise. Mais maintenant, je crie, je pousse des coups de gueule. Et ça se passe beaucoup mieux. Faire les choses à la chinoise, c'est terminé. L'une des choses que je trouve fantastique, c'est la compétition entre les spécialistes des arts martiaux. Chacun essaie de faire mieux que le voisin. Mais Bruce est de loin le meilleur. Aujourd'hui, un des figurants l'a défié
Et je dois dire que Bruce en a fait des confettis. Il y avait tout le temps des types qui venaient le défier, le provoquer. C'était des Chinois. Ils s'approchaient de lui, ils tapaient du pied par terre 3 fois, et puis ils croisaient les bras. C'était le défi. Et Bruce voulait se battre. Moi, je lui disais, on a le film à tourner. Il me disait, je m'en occupe. Et il cognait le type. Je lui disais, mais si tu te fais blesser. Il répondait, t'en fais pas, je m'en occupe. Et il cassait la figure au type. Bob Wall assista à un de ces défis. Le type a sauté d'un mur. Il était costaud, plus grand que Bruce. Dès le début, il était évident que le gars était très fort. Il était rapide, puissant, mais il voulait esquinter Bruce. Alors Bruce s'est déchaîné. Et il a vraiment filé une raclée à coups de pied. C'était une sacrée volée. Il a commencé par le coincer au pied du mur, il lui a fait une clé au bras et il l'a verrouillé avec le genou. Et il a commencé à lui mettre la figure en sang pour que le gars sache bien qu'il était le patron. Le type n'en pouvait plus quand il l'a lâché. Et Bruce a aussitôt oublié toute l'histoire. Il n'a pas viré le type. Il n'était pas rancunier. Bruce était fantastique dans les combats de rue. À chaque fois qu'il y avait des problèmes sur Opération Dragon, et il y en a eu des tas, c'était Linda qui m'appelait et qui me disait « Il sera là demain. » T'en fais pas, rassure-toi, il sera là demain. À un moment donné, j'ai failli quitter Hong Kong. Je pensais que le film n'avancerait plus. Et le soir où j'allais partir, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ça va aller, Fred. » Linda était extraordinaire. Elle savait le calmer, apaiser ses inquiétudes pour le travail. Bruce était un perfectionniste. Il voulait que tout soit impeccable. Bruce se méfiait, il ne faisait pas confiance facilement, mais il avait confiance en Linda. Je crois que c'est elle qui lui permettait de tenir. Fin mars 1973, la production de Opération Dragon se termine. Il savait déjà que le film serait bon et qu'il allait devenir une star. Il avait commandé sa Rolls-Royce Corniche. J'étais très excité. Je savais que le film allait faire un malheur. Il n'y avait pas le moindre doute. Je lui ai dit, t'es génial, ça va faire un malheur. Tout au long de sa vie, c'est vrai que ça a été quelqu'un de très intense. Et avec ce film-là, cette intensité était décuplée. Alors il avait un peu de mal à décrocher. Il était incroyablement excité. Bruce attend avec impatience la sortie d'Opération Dragon. Il sait que ce film fera de lui une superstar internationale. Il se remet au travail sur le jeu de la mort. La presse de Hong Kong le décrit comme un combattant doué de pouvoirs mystiques. De nombreux prétendants au titre de maître lui lancent des défis, dans les médias et même dans la rue. L'industrie cinématographique de Hong Kong offre un contrat de tournage à toute personne capable de vaincre Bruce Lee. Dans la rue, c'était le règlement de compte à hockey choral. On venait le provoquer jusque dans la rue. Le type s'approchait, tapait du pied, et Bruce était obligé de relever le défi. Il savait qu'il était meilleur qu'eux. Il aurait voulu les ignorer, mais il ne pouvait pas toujours. Et les types se faisaient amocher. C'était des bagarres terribles. Bruce, c'était le meilleur. Tellement rapide. Il avait des réflexes foudroyants. Je défie qui que ce soit d'en faire autant. Bruce m'avait raconté comment un jour, un type avait sauté le mur de chez lui pour venir le défier. Le type lui dit « T'es si fort que ça ?» Et Bruce était fou de rage. Et il m'a dit « L'idée de ce type qui s'introduit chez moi, qui envahit mon foyer, ma maison, il était tellement furieux qu'il a donné à ce type le plus grand coup de pied qu'il ait jamais donné. » Il était devenu comme ces rois du revolver dans les westerns, la détente la plus rapide. Et tout le monde se demandait, et moi, est-ce que je pourrais le battre? Le 10 mai 1973, Bruce Lee est conduit d'urgence à l'hôpital à la suite d'un malaise. Quelques heures plus tard, il est sur pied. Il avait mangé du hashish. Les médecins le mettent en garde. Il s'agit peut-être d'une grave réaction allergique. Quand je l'ai revu, c'était à son retour de Hong Kong. Après qu'il ait eu son accident, il avait consulté des médecins après son premier évanouissement d'une demi-heure qui lui avait fait très peur.
Il était dans les toilettes au restaurant. Et soudain, il avait perdu connaissance. Ça lui était déjà arrivé une fois, je suis pas sûr. Il voulait que je lui recommande un médecin. Je l'ai emmené voir mon médecin, qui était un éminent cardiologue. Après l'avoir examiné, d'ailleurs, il n'a pas brisé le secret professionnel. Il s'est contenté de dire que Bruce avait un corps de garçon de 18 ans dans une forme exceptionnelle. J'étais chez lui. Et un jour, il monte sur la balance, il se pèse et il me dit « T'as vu mon poids? 57 kilos. Je suis tout en muscle et en os et je me sens en super forme. » Il m'a dit « Crois-moi si tu veux, mais le docteur me trouve un corps de 18 ans. » Il était maigre, mais son moral était excellent. Il était descendu dans un des bungalows du Beverly Hills Hotel. Et en arrivant, je lui ai trouvé mauvaise mine. On aurait dit qu'il avait perdu 10 kilos. Et il se répétait. Au téléphone, il m'avait raconté une histoire, et quand je suis arrivé, il m'a raconté la même. Quand je l'ai vu, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Le 19 juillet, il m'a téléphoné et il m'a dit « Mon film est fini de monter, il est prêt. » Et 24 heures après, la radio annonçait que Bruce était mort. J'ai aussitôt appelé Linda, je lui ai dit « C'est vrai ?» Oui, elle m'a dit « C'est vrai. Il est parti. » Il m'a dit « Bruce est mort. » Alors j'ai dit « Déconne pas, je lui ai parlé il y a 2 jours. » Et il m'a dit « Non, il est mort ce matin, c'est dans tous les journaux. » Elle était partie. Toute cette énergie. C'était une situation irréelle. C'était pas comme quand quelqu'un a un accident, ou quand quelqu'un est vieux, ou quand on s'y attend. C'était comme si une fraction d'énergie venait de quitter la planète. C'était dur à croire qu'il était mort. J'ai pensé que c'était un coup de pub un peu tordu, une manœuvre ou une erreur. J'étais effondré. Quand quelqu'un que vous croyez invincible meurt, on arrête tout et on réfléchit 2 minutes. Le 20 juillet 1973, en visite chez l'actrice Betty Tingpei, Lee se plaint d'une migraine et décide de dormir un peu. Betty lui donne un seul comprimé d'équigésique. 2 heures plus tard, ne pouvant pas le réveiller, elle appelle le médecin. On conduit Bruce à l'hôpital. Il sera déjà mort en arrivant. L'enterrement de Bruce Lee est le plus grand qu'ait jamais connu Hong Kong. Un tourbillon de rumeurs s'ensuit. Ce corps allongé, ça ne ressemblait pas à Bruce. On aurait plutôt dit un masque de Bruce Lee. Un masque peint. C'était pas Bruce. Je l'ai vu dans son cercueil avant la cérémonie. Et j'ai craqué, j'ai pleuré. J'avais pas pleuré depuis... Même quand mon père est mort, j'ai pas pleuré. Mais quand Bruce est mort, c'était comme si un morceau de moi s'en allait. En arrivant à Seattle avec ma mère et ma sœur, on n'était jamais entré dans ce genre de lieu. Et on a vu le cercueil ouvert. Et là, ma mère s'est accrochée au cercueil et elle ne voulait plus le lâcher. Elle s'est mise à pleurer, à crier. On essayait de la faire sortir et elle s'est encore évanouie. Il a fallu qu'on appelle une infirmière pour s'occuper d'elle. Elle ne pouvait pas l'accepter. Après sa mort, elle était effondrée. Et encore aujourd'hui, elle a les larmes aux yeux quand on parle de Bruce. Plus de 100 journaux se battent pour obtenir des informations. Les rumeurs s'additionnent et sont prises pour des faits. La presse chinoise adore monter en épingle tout ce qui est mystère et intrigue. Alors des maîtres zen auraient utilisé des potions secrètes pour le tuer. On sait que c'est un univers très compétitif. Et Bruce ne se gênait pas pour leur faire savoir à tous combien il leur était supérieur.
Il y a eu des rumeurs à n'en plus finir. Est-ce que le cannabis dans son estomac indiquait qu'il était mort d'une overdose de drogue, ou était-il mort d'une maladie mystérieuse? Est-ce qu'un Asiatique ne lui avait pas fait prendre une drogue inconnue des Occidentaux? Il y a aussi la théorie de la paume vibrante, une prise mortelle connue seulement de très peu de gens. J'ai rencontré le prêtre Baptiste, qui était aussi le médecin de Bruce Lee. Et lui m'a expliqué la cause, que je crois toujours être la vraie. Bruce était allergique au hashish et son cerveau enflait quand il en prenait et appuyait sur l'intérieur du crâne. Une fois déjà, on lui avait sauvé la vie de justesse. Et l'autre fois, il était chez une femme avec qui il avait une liaison et on n'a pas pu arriver à temps. Pour moi, il a été assassiné. Je l'ai toujours pensé. À l'époque de sa mort, rappelez-vous, on avait pensé qu'il avait été tué par d'autres Chinois. La mafia peut-être, ou un autre groupe d'arts martiaux qui n'aimait pas ce qu'il faisait. Pendant les derniers mois de sa vie, il était devenu tellement détraqué émotionnellement par ses activités, disons donc par le cinéma, qu'il s'était mis à perdre le contrôle de lui-même. Et il s'était aperçu que le hashish le calmait. Il libérait une énergie, et cette énergie, quand on ne la dépense pas, c'est elle qui vous consume. Je crois que c'est peut-être ce qui est arrivé à Bruce. Parce qu'il avait le don de dégager spontanément une énergie fabuleuse. Pour moi, il s'est laissé aller physiquement, et ça l'a tué. Des médecins de Hong Kong, d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont examiné des prélèvements de tissus. Selon le docteur Lysette de Hong Kong, le crâne de Bruce Lee ne présentait pas de lésions visibles, aucune rupture ni obstruction des vaisseaux du cerveau, alors pourtant qu'il souffrait d'œdème cérébral. Le docteur Tyr, un professeur de médecine légale de l'Université de Londres, ayant pratiqué plus de 90 000 autopsies, fit le voyage en avion jusqu'à Hong Kong pour examiner le corps. Pour lui, la seule cause plausible de la mort était l'hypersensibilité à l'équigésique, une réaction extrêmement rare. Le jury de l'enquête rendit son verdict. Mort accidentelle. Opération Dragon sort dans les salles 3 semaines et demie après la mort tragique de Bruce. Il devient la première superstar asiatique du monde. La légende de Bruce Lee vient de naître. J'ai assisté aux côtés de Linda à la première projection d'Opération Dragon. C'était 3 semaines après la mort de Bruce. C'est un des moments les plus pénibles que j'ai vécus. Pourtant, Linda faisait bien partie du métier et de ce qu'on voyait sur l'écran ce soir-là. J'avais au moins la satisfaction de lui montrer ce qu'on avait fait. Brandon Lee eut bien du mal à s'arracher à l'ombre d'un père aussi célèbre. Mais on peut dire qu'il régla ses problèmes avec son lourd héritage le jour où il refusa un rôle important dans le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Je crois que j'ai eu certaines occasions que je n'aurais pas eues, ou alors différemment, si je n'avais pas été son fils. Et je lui en suis très reconnaissant. Quant à suivre sa trace, vous me demandez si je souhaite parvenir au même niveau d'excellence que lui. La réponse est oui, dans n'importe quel domaine. Mais ça ne veut pas dire que je veuille l'imiter en quoi que ce soit. Non. L'imitation est toujours pâle. C'est pas bien. D'ailleurs, nous sommes très différents. On a grandi dans des environnements différents, dans des pays différents, avec des langues différentes. Tout était différent. Nos lectures, les filles avec qui on sortait. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Le 31 mars 1993, Brandon Bruce Lee fut tué sur les lieux du tournage du film Le Corbeau, à Wilmington, en Caroline du Nord. Il avait reçu accidentellement
une balle tirée par une arme de calibre 44 qui aurait dû être chargée à blanc. Même dans la mort, Brandon n'échappait pas à l'ombre de son père. Voici 4 semaines aujourd'hui, s'éteignait tragiquement l'esprit du père qui brillait si fort à travers son fils. Je parle au nom de Bruce aujourd'hui. Je crois que s'il était ici, il voudrait dire au monde du cinéma qu'une telle chose ne doit jamais se reproduire. C'est pourquoi je lance un appel à l'action que j'adresse au monde du cinéma, à chacun de ses membres et collectivement, pour que les mesures de sécurité qui seront prises sur les plateaux de tournage ne permettent jamais la série de négligences qui ont conduit à la mort de mon fils. Je m'exprime au nom du père de Brandon, en mon nom propre, au nom de sa sœur Shannon, de sa fiancée Elisa et au nom de la grande famille et des nombreux amis de Bruce et Brandon Lee. Nous voulons qu'une jeune vie n'ait pas été perdue en vain. Brandon était... Enfin, c'était un chat, je dirais. C'était un garçon formidable. Je le connaissais bien, il avait l'âge de mon fils. Linda me l'avait amené quand il était petit. Il voulait devenir un acteur, mais vraiment. Et Linda voulait que je l'encourage à aller à l'université. J'avais exactement les mêmes problèmes avec mon fils. Brandon était un gentleman. Le 2 mai 1993, on pouvait lire dans le New York Times « Le père et le fils luttèrent l'un comme l'autre pour réaliser le rêve américain, mais la mort les arrêta à l'orée de la réussite, comme James Dean et Marilyn Monroe, qui avaient su séduire le public et dont la mort prématurée causa un choc. L'immortalité de Bruce et Brandon Lee semble assurée. Leurs films sont la trace douce amère des promesses non tenues. Entertainment Weekly a écrit « À peine quelques heures après la mort de Lee, une quantité incroyable de rumeurs circulait. On racontait que Brandon Lee avait été assassiné par les Triades, une organisation criminelle. D'autres soulignaient l'étrange similitude entre la mort de Brandon et une scène du dernier film de son père, Le jeu de la mort, dans laquelle le personnage joué par Bruce Lee, qui tourne un film dans le film, est tué par une balle réelle alors qu'il fait semblant d'avoir été abattu d'un coup de feu. Dans People Magazine, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, a été abattu par balle sous le regard des caméras, déclenchant des rumeurs d'assassinat et de malédiction familiale. Peu avant sa mort, en 1973, Bruce Lee avait acheté une maison à Kowloon Tong, dans la banlieue de Hong Kong, ce qui, selon la légende, aurait déclenché la jalousie et la colère des démons locaux. Robert Lee déclara au magazine Inside Kung Fu « Notre famille pense que Bruce a été assassiné. » Pour eux, en effet, la mort de Bruce, survenue 20 ans plus tôt, ne serait pas une mort accidentelle. Le 28 avril 1993, 20 ans après sa mort, une étoile dédiée à Bruce Lee fut dévoilée à Hollywood. Bruce Lee était un visionnaire. Nous l'honorons ici aujourd'hui pour son travail au cinéma et à la télévision, mais il avait ouvert des pistes dans bien d'autres domaines. Il étudiait et enseignait la philosophie et les arts martiaux. Respectueux de la tradition, il ne se laissait pas enchaîner par elle. Par son exemple, il a encouragé d'autres hommes à découvrir leur propre potentiel. Bruce était aussi un homme d'action. Il aimait répéter que savoir ne suffit pas, il faut appliquer. Il voulait dire que c'est très bien d'accumuler des connaissances, mais que si on ne les utilise pas, cela ne sert à rien.
Il a dit aussi, vouloir ne suffit pas, nous devons agir. Il voulait dire que c'était très joli de désirer, de souhaiter certaines choses, mais que si nous ne faisons rien, nos rêves ne se réaliseront pas. Jean-Claude Van Damme. Je suis venu aujourd'hui apporter mon hommage à quelqu'un qui était fou de la vie. À bientôt, Bruce. La philosophie et l'art de Bruce Lee sont toujours florissants, ainsi qu'en témoigne la seconde sortie de ces films à l'intention des jeunes générations. Dans toutes les écoles d'arts martiaux du monde, on peut voir des affiches de Bruce Lee. 20 ans après, son héritage est toujours là. Je crois qu'il envisageait la vie comme moi. Pas en nombre d'années, parce qu'on peut atteindre 80 ans sans avoir jamais rien fait. Mais lui, en 32 ans, il avait accompli beaucoup de choses. C'est la perte d'un grand homme. C'est à ça que je pense d'abord, et puis à l'injustice de sa mort. Il est mort si jeune, il avait tant à faire pour les arts martiaux et pour l'humanité. Il n'y aura pas de second Bruce Lee, à mon avis. En tout cas, sûrement pas dans cette pureté de la tradition qu'il avait découverte, inventée, et qu'il exécutait si bien. Le personnage de Bruce Lee devient énorme. Il vit en dehors du temps, de l'espace ou du langage. C'est parce qu'il n'est plus là. Nous entendons les appels plaintifs de son fantôme, qui nous demande de nous souvenir de lui, et nous obéissons. J'ai beaucoup suivi son exemple quant à ma façon de vivre ma vie et d'élever mes enfants. Je crois que le fait d'avoir travaillé avec Bruce Lee et John Wooden pendant la même période de ma vie, ça me met dans une catégorie très à part. Je suis conscient de ce que je dois à ces deux maîtres extraordinaires. J'avais passé 5 ou 6 ans en camp de prisonniers. À ma sortie, je n'étais qu'une épave. J'avais perdu toute fierté, tout respect de moi-même. Quand j'ai rencontré Bruce, il m'a dit que je valais autant que n'importe qui. Pas plus, mais autant. Au début, je ne voulais pas le croire. Mais en m'entraînant et en acquérant la philosophie qui accompagne l'aspect physique de la formation, cela m'a redonné foi en moi-même. Bruce représentait la joie, l'excitation que chacun peut connaître s'il se consacre vraiment au travail. Quand on revoit la scène fantastique avec Karim, où Karim est si grand, alors que Bruce voit tout d'en dessous, on voit une expression sur son visage qui exprime la possibilité d'atteindre la grandeur. Cet homme-là ne vieillira jamais. Il sera toujours jeune.